Bonsoir à tous, bienvenue à nouveau sur ce live de la séance de minuit. Aujourd'hui, partie 2 de notre vidéo consacrée au Bigfoot avec Éric Joie. Éric Joie qui est donc naturaliste, spécialiste en cryptozoologie. Éric, on s'était arrêté donc aux légendes concernant le Bigfoot. Qu'est-ce que l'on peut dire maintenant? Bien, alors, donc on avait parlé la fois passée du film de Patterson Gimlin, on avait parlé de différentes choses, comment reconnaître une empreinte de Bigfoot par rapport à une empreinte humaine, par exemple. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Plus des millions de choses. On avait aussi parlé qu'il n'y avait pas que le film probablement de Patterson Gimlin, qu'il y avait d'autres éléments qu'on trouvait malheureusement balancés directement sur YouTube, mais qui semblaient valide, même si en fait l'image était en dessous de tout, d'une qualité inférieure absolument, et certaines performances de certains individus qui avaient été filmés, et probablement avec un smartphone, semblaient hors norme pour un humain, notamment le lancement de troncs, de déracinement d'arbres et lancement de troncs d'arbres, etc., à une distance qu'un humain ne pourrait pas faire. Et ce sont visiblement des séquences sans trucage apparemment. Donc voilà, c'est ce qu'on avait fait. On avait parlé un peu aussi de mes expériences et je voulais relater une expérience que j'avais vécue en 2008. On terminait à ce moment-là l'expédition et donc c'était la veille, on s'était séparés en groupe de deux pour aller faire un affût nocturne. Et moi, j'étais avec la femme de notre collègue Robert Kennedy, là au Canada. Mhm. Et on arrive dans la forêt à un certain moment, on est sur un sentier, pas loin du camp, et il me dit, tu n'as rien remarqué? Je dis, bah si, je remarque deux choses. Il me dit, d'abord, regarde, ici, ce sont des structures qui sont faites par des jeunes Bigfoot, des structures d'entraînement, parce qu'effectivement, on trouve dans la forêt, même dans des endroits assez reculés, des structures, et parfois qui ont plusieurs mètres de haut, vraiment en forme de tipi, en forme de croix de Saint-André, etc. Donc ça, ce sont des trucs, voilà, par exemple. Donc on voit nettement que c'est pas la nature qui peut faire cela, puisqu'ils sont embringués les uns dans les autres au sommet. Bon, voilà, ça c'est un exemple. Il y a aussi des croix de Saint-André. Donc la croix de Saint-André, vous voyez le drapeau écossais ou le drapeau britannique. C'est une croix en forme de X, hein. Ça, on en trouve également partout dans la forêt. Quand je dis partout, à certains endroits, et ça c'est très curieux parce que il y a des zones où on trouve beaucoup de choses ensemble. Des croix de Saint-André, des formes de tipi, donc des formes en faisceau comme ça, comme on voit ici à l'écran. Donc il y a beaucoup d'endroits où on voit cela, et puis il y a des zones où on n'en voit plus. Donc voilà, donc on se dit, là il y a des constructions ici, on sent qu'il y a quelque chose qui a été construit. Il y a trop de choses sur une zone définie que pour que ce soit et naturel et l'œuvre d'un être humain, parce que c'est pas des coupes, hein, c'est pas des coupes. Nous, on ferait des coupes pour récupérer le bois, c'est pas le cas du tout. À quoi ça sert? Ben, personne ne le sait encore. Bien. Alors, c'est vrai que je fais une petite parenthèse qu'il est difficile pour nous de se mettre dans la tête d'une autre espèce, de comprendre les motivations d'une autre espèce. Il y a eu un ouvrage dont l'auteur m'échappe, mais qui s'appelle Néandertal nu, et qui dit que toutes les représentations que nous avons de l'homme de Néandertal peuvent être complètement faussées parce que nous ne sommes pas dans l'esprit de l'homme de Néandertal d'une autre espèce. Alors, ce que nous croyons, ce que nous estimons être une œuvre d'art, par exemple, ou une production artistique, est peut-être tout à fait autre chose du point de vue de l'homme de Néandertal, et Mhm. que nous ne pouvons faire que des projections, et malheureusement ces projections sont souvent peut-être erronées. Ainsi, nous ne pouvons pas projeter ce que pense un bonobo, ce que pense un chimpanzé, et Bien comment sûr. il perçoit le monde dans lequel il vit, qui Mhm. est, même s'il est très proche génétiquement, c'est pas nous. Donc, nous, on peut comprendre ce que nos ancêtres font il y a 15 000 ans, il y a 30 000 ans, quand nous voyons la grotte Chauvet, quand nous voyons Lascaux, quand nous voyons ces sculptures de mammouths, de chevaux, de Vénus et compagnie. On peut comprendre ce qu'ils font parce que nous faisons la même chose. Donc, on a les mêmes référents intellectuels, les mêmes référents, même si on a 15 000 ans, 30 000 ans de séparation, on a les mêmes structures mentales, on a les mêmes façons de voir le monde en tant qu'Homo sapiens, mais aller sur une autre espèce,
c'est un peu hasardeux. Voilà. Donc ça, c'est une chose, c'est une parenthèse que je ferme. Et c'est peut-être pour ça on a des difficultés à comprendre ce qu'ils font, pourquoi c'est Croix Mm. de Saint-André, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais quand on Alors, voit, par exemple, ces structures, Eric, quand on voit ces structures, on peut pas imaginer que c'est simplement des branches qui sont tombées les unes sur les autres de non, manière non, naturelle et qui se sont non, emmêlées. non, Non. non, parce qu'il y a des trucs qui sont trop sophistiqués. On voit nettement un agencement des perches au Mm. sommet de telle manière à ce que la structure soit cohérente et tienne ensemble. Et ça se répète. D'un autre côté, j'ai vu plusieurs fois aussi des troncs d'arbres, notamment de bouleaux, donc qui sont pas très épais. Et alors, il y en a deux ou trois qui sont cassés à la même hauteur et dirigés dans la même direction. Alors, on peut toujours me dire, ok, c'est un ours. Ouais, je veux bien, mais qu'on ait deux qui soient cassés à la même hauteur et dirigés dans la même direction, ça commence à devenir un petit peu trop que pour que ce soit un ours. Un, oui. Deux, l'un à côté de l'autre, ça me semble un peu compliqué. Il y a une volonté quelque part, laquelle ça me... Non, bon, pas l'appréhension pour le moment de ce qu'il y a derrière. Alors, donc je reviens sur ce que je disais. Il n'y avait aucun son, pas un cri d'oiseau, rien du tout à ce niveau-là. Et donc, on a continué sur le chemin forestier pour arriver à la fin du chemin forestier où il y avait un empierrement, qui était un empierrement tout à fait artificiel. Donc ça, on sait très bien que ce sont les humains qui l'avaient fait. Et avant d'arriver justement à cet empierrement, nous passions, parce que c'est un chemin qu'on empruntait régulièrement, et nous passions près d'un marais. Et chaque fois que nous passions les jours précédents près à cet endroit-là, il y avait les grenouilles qui commençaient à coasser et les différentes espèces de grenouilles. Ce jour-là, rien du tout. Il n'y a pas un son, il n'y a rien. Ce qui était complètement étrange, qu'on décide d'installer nos chaises au bout du chemin. Au moment où on décide d'installer nos chaises, j'entends venant de face vers moi une espèce de sifflement Mhm. comme un sifflement, comme on voit dans les films, quand on lance une flèche, par exemple, on entend un peu cela, et je ressens un choc dans la poitrine, comme si j'étais touché par une balle ou par une flèche, mais il n'y a rien, il n'y a rien, et je fais, ouf, c'est quoi ce truc-là? Et avec le sentiment un peu comme quand on se trouve à côté de woofer, là, les basses, quelque chose comme ça, Oui. quand les basses sont très fortes, on a une sensation que le cœur bat dans la poitrine, cogne dans la poitrine. Mais c'est exactement la même sensation et ça a duré une seconde, ça a duré 2 secondes maximum, pas plus. Et je m'adresse à ma voisine, je dis qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et elle me dit ça, c'est un cri de Sasquatch qui vient du marais. Il n'y a plus rien eu pendant une heure qu'on est resté là. Et quand on a décidé de repartir vers 8h30, 8h, 8h30, je n'ai plus l'heure en tête, tout était revenu à la normale. Les grenouilles coinçaient dans le marais. Alors j'avais posé la question, est-ce que tu peux regarder au niveau des productions de l'infrason? Parce qu'effectivement, certains animaux produisent de l'infrason. L'éléphant, les baleines produisent de l'infrason et permettent de communiquer à plusieurs kilomètres. Et c'est une hypothèse qui avait été émise par certains auteurs dans certains ouvrages que le Sasquatch ou Bigfoot pouvait produire des infrasons de telle manière à tenir à distance un danger éventuel, un danger humain ou quoi, parce que l'humain s'est approché, par exemple, d'une zone où il y a des enfants Bigfoot qui Mm. jouent, par exemple, dans d'une aire de jeu ou une raison quelconque, voilà. Donc c'est pour éloigner la personne en lui donnant un sentiment de malaise ou de peur en disant moi je dois dégager ici, il y a quelque chose qui ne va pas, sans que l'être humain soit bien, définisse bien ce qu'il s'agit, le danger, il y a quelque chose qui va se passer ici, il faut que je dégage. Bien. Et c'est peut-être une façon pour eux de ne pas entrer en conflit directement avec nous, quoi, hein, physiquement, je vais dire. Parce que si des Bigfoot devaient rentrer en conflit physiquement avec nous, je crois que dans les 24 heures, il y a une bande de chasseurs qui débarquerait dans la forêt et commencerait à les traquer de tous les côtés, quoi, hein. Donc, il vaut mieux Mais du éviter la coup, confrontation. mais du coup, Eric, on n'a jamais eu de rencontre rapprochée avec les Bigfoot, Si, d'humains Bigfoot? si,
Si, il y en a eu. Il y a plusieurs témoignages à ce sujet-là. Oui, il y a eu les enfants, hein, vous aviez parlé des enfants dans la Alors, précédente vidéo. j'ai parlé des enfants. Il y a Mais eu entre chasseurs et effectivement Bigfoot, par exemple, entre des chasseurs de chasseur et Bigfoot. Bigfoot. Si, il y a un témoignage qui n'a pas été une rencontre visuelle, mais un chasseur se déplaçait en forêt et il a été raccompagné jusqu'à sa voiture par des manifestations visuelles et sonores, un peu comme fait le gorille, hein, quelque chose. Donc, et ça l'a raccompagné jusqu'à sa voiture. Lui exprimant clairement qu'il n'avait rien à faire là, à ce moment-là. Et donc, un autre cas que j'ai lu est le cas d'un randonneur qui s'était cassé la jambe ou s'était foulé la cheville et loin d'un chemin. Et un Bigfoot arrive, le prend dans ses bras, va le déposer à quelques mètres d'un autre groupe de randonneurs qui le rencontre à ce moment-là. Alors il y a une autre histoire, mais il y a des choses sur cette histoire qui sont contestées, d'autres disent que non, elle est tout à fait authentique. C'est l'enlèvement d'un prospecteur qui a été fait en 1924. Et le gars décide d'aller en forêt, il loue les services d'un vieil Amérindien pour l'amener jusque-là, c'est en Colombie-Britannique. L'Indien lui raconte des histoires qu'il y a des zones où il ne doit pas aller parce qu'il y a des hommes de la forêt, que c'est dangereux, etc. Bon, c'est un Indien qui me raconte ça, pense-t-il, ouais, encore, ce sont des histoires de bonnes femmes, de légendes indiennes, bien. Et il dit au gars de venir le rechercher, donc il le dépose en canoë à un point X et il lui dit de revenir d'ici une semaine, de venir le rechercher. Et donc, il a son sac de couchage, il a son Winchester, donc sa carabine, il a un couteau, il a de quoi faire du feu, quelques boîtes de conserve, de quoi survivre quelques jours, et il s'enfonce dans la forêt. Un soir, il se sent à un certain moment, il est dans son sac de couchage comme s'il était soulevé par une main ou par quelque chose. Pendant plusieurs heures, il est transporté. Il dit qu'il ne parvient pas à atteindre le couteau qui est à ses pieds pour pouvoir ouvrir. Et donc, à ce moment-là, au bout de plusieurs heures où il est transporté, traîné, il se rend compte qu'il y a une certaine vitesse à laquelle il est transporté. Et au bout du compte, au bout de plusieurs heures, le sac est ouvert, hein, et il se retrouve dans une clairière, dans un cirque, je vais dire, rocheux, au milieu d'une famille de Bigfoot, papa, maman et deux enfants, une fille et un garçon, pubère ou prépubère. Hein. Et il va y rester pendant 8 jours, il va être prisonnier, il va être nourri, il ne va pas être maltraité du tout. Et puis, bon, il parviendra à s'échapper en empoisonnant le mâle avec du tabac chiqué et du tabac qu'il avait dans une blague à tabac. Le gars, le mâle le voit, prend la blague à tabac, absorbe tout le tabac qui se trouve dedans et commence à avoir quelques nausées et quelques douleurs estomacales qui permet donc à Ostman de ficher le camp. La femelle lui court un peu après, mais avait pas trop de conviction. Et au bout de 2 jours, il parvient à récupérer un camp de bûcherons qui, bien sûr, le ramène à la civilisation. Il va raconter son histoire 20 ans plus tard. Alors, il y a des détails, je ne vais pas entrer ici, qui font penser à ceux qui l'ont interviewé, dont John Green, dont j'ai parlé précédemment, que son histoire est authentique, et d'autres disent que non, parce qu'on ne retrouve pas le cirque où il est, on ne retrouve pas les descriptions géographiques qu'il a du paysage. Un ou deux témoignages, j'en connais d'autres qui ont été des contacts également, en 2003 au Texas, il y a 2 chasseurs qui partent chasser le cochon sauvage et ils décident de se séparer à un certain moment. Donc le gars qui raconte se sépare de son compagnon et il va dans un endroit qu'il ne connaît pas. Il installe ses appâts, des grains de maïs, etc. pour attirer les cochons sauvages. Il installe sa chaise de chasse sur un arbre, sur le tronc d'un arbre, s'installe et attend. Les cochons viennent, des individus relativement jeunes, viennent se nourrir et puis à un certain moment, au moment où il ajuste son fusil, il voit quelque chose qui bouge à sa droite. Et ce quelque chose a une forme humaine. Et elle se déplace de façon silencieuse et progressive en passant de tronc en tronc, discrètement de tronc en tronc, de telle manière à se rapprocher des cochons.
Là, il se rend compte, il se demande s'il n'est pas dans un film de la préhistoire, parce qu'il se rend compte que cette créature est de forme humaine, mais elle évolue. Anatomiquement, c'est une femelle. Et quand elle s'est rapprochée des cochons, elle s'est accroupie, s'est mise en position et a bondi sur eux d'une détente. On a attrapé un par les pattes arrière et là, l'assomme ou le tue en le tapant contre un tronc d'arbre. À ce moment-là, ben, le gars il dit j'ose pas tirer, je suis tellement surpris, je regarde la scène à travers ma lunette, je vois l'événement, j'ose pas tirer. Surtout qu'à un certain moment, la femelle se met à crier un cri qui lui répond de la forêt, un peu plus loin, et puis elle se retourne et me regarde. Et donc il dit qu'à ce moment-là, ben, la femelle a l'impression de lui faire une grimace, c'est ce qu'elle lui sourit à sa manière, on en sait trop bien. En tout cas, il dit moi, j'avais pas envie de me confronter à elle vu la musculature qu'elle avait, et s'envoie dans la forêt avec son cochon. Il quitte le lieu précipitamment, va rejoindre son compagnon qui lui n'a rien entendu, qui n'a rien vu, et il ne lui en parle pas, ça sert à rien. Et il dit de toute façon, il n'a plus jamais remis les pieds dans cet endroit-là. Là, Mais ça veut dire quand même que quelque part, ils cherchent à se faire voir. Enfin, ils n'ont pas peur de se faire voir. Comme là, la personne qu'ils kidnappent pendant une semaine. ils essaieraient d'entrer en contact ou d'observer ce que fait l'être humain ou de tester l'être humain défini pour voir s'il y aura une réponse agressive ou non. Peut-être dans le dire, bon, on va tester, voir, et on va voir si on va pouvoir aller plus loin dans le contact ou bien, ok, on voit sa réaction qu'on juge agressive, on va pas plus loin. Ou bien voir un petit peu si on peut recommencer et retester jusqu'à avoir une approche. Mais comme il y a eu avec Ostman, pour autant, il y a eu d'autres avec les enfants, il y a eu d'autres cas ou des contacts à 2 ou 3 reprises. J'en ai eu moi-même. Hein. Je me suis plusieurs fois senti suivi dans la forêt. On entendait vraiment des pas qui nous suivaient, mais de façon lente, comme quelqu'un qui s'approche lentement et qui fait du bruit. Et quand je réagissais, je dis ok, je sais que tu es là, tu peux te montrer. Je sais qu'il ne va pas me comprendre, bien sûr. J'entendais ces pas qui s'éloignaient doucement. Alors, j'ai eu un autre cas, j'ai cru que c'était un ours, mais ça n'en est visiblement pas un parce que je me suis renseigné, où je me trouvais à un certain moment, j'avais emprunté un chemin creux qui se terminait en fourche. Et j'avais pris la fourche de droite. Et à un certain moment, j'entends sur ma gauche que ça bouge dans les sous-bois, comme si quelque chose se déplaçait. Je décide de couper ce quelque chose en rebroussant chemin et en prenant l'autre côté, l'autre morceau de la fourche en question. Et là, je me trouve devant une dizaine de mètres, peut-être un peu moins. Je me trouve devant un buisson qui commence à s'agiter fortement et j'entends comme un bruit de tout assez puissant derrière, donc comme ça. Un peu comme ça. Donc je dis, je dérange un ours, j'ai pas trop envie de me confronter avec un ours. Et finalement, quand je me suis renseigné au North American Bear Center, sur Internet, ils m'ont confirmé que ce que j'avais vécu n'était pas un ours. Ni le cri ne correspondait à un ours, ni la manifestation d'agiter les buissons, etc., un peu comme ferait un chimpanzé ou un gorille, ne correspond à un ours, effectivement. Donc, voilà. Je traduis ça comme étant un Sasquatch parce que j'ai pas d'autres réponses. J'ai, sur la demande de mon collègue canadien, j'ai imité, et je ne veux pas le faire aujourd'hui, j'ai imité un cri, estimé cri de Sasquatch. J'ai eu 2 réponses dans la forêt. À 1008, ça fait très bien. Heureusement, on était plusieurs, c'était en 2008. J'ai eu deux réponses de la forêt qui ressemblait un petit peu, on vous allez voir sur Internet, au cri que pousse Christophe Lambert dans, dans la légende de Tarzan. Ah oui, dans Greystoke, oui. Au moment où il jette la panthère qu'il a tuée, la panthère noire devant les singes, il pousse un cri. Ben, ça ressemblait à ce cri-là, mais ça venait de bien loin dans la forêt. Et puis bon, j'ai réémis mon cri et c'est revenu plus proche. Donc, ne venez pas me demander de quelle espèce c'est, si c'est un homme de ceci, si c'est un homme de cela. Moi, je suis persuadé que c'est un homo du genre peut-être Homo erectus, homo je sais pas quoi, Denisova, je n'en sais rien. À ce stade-ci, je ne peux rien dire. Mais pour moi, je le rapproche plus du genre homo que du genre grand-singe, par exemple. Hein. Voilà. Donc, c'est plus un hominidé, un hominien qu'un pongidé, par exemple. Hein. Bon, ben voilà. Continuer, je pense à leur autant. Hein. Donc voilà. Donc
jusqu'à présent, j'en suis là. Voilà. OK. Avec quelques traces que j'ai trouvées encore après. En 2015, j'ai trouvé une série de 4 traces près d'un ruisseau que j'ai photographié. J'ai d'ailleurs donné une ou deux des images là, dans le gravier de la plage du ruisseau. Mais voilà, donc pour l'instant, j'en suis là. Mais ils sont quand même de taille assez imposante, du coup, donc si c'est une Oui, mais branche ça, c'est pas un d'hominidés. problème. On a eu alors, les tailles ont été différentes. Alors, les hominidés n'étaient pas tous petits. Certains Homo erectus on a trouvé un adolescent comme ça qui datait d'il y a 1 million d'années, le squelette, qui avait 1,80 m chez Homo erectus. Et puis, il faut pas oublier, et je ne veux pas faire le rapport comme c'est un scientifique, entre Bigfoot et le Gigantopithèque asiatique dont on a retrouvé effectivement en 1937, von Koenigswald, paléontologue, a retrouvé des dents dans une pharmacie chinoise à Ouais. Pékin justement, c'était Pékin ou Shanghai, peu importe, et qui était dénommé dents de dragon. Alors lui, comme paléontologue, il a bien sûr absolument reconnu que c'était des dents de type humaine, mais d'une taille du double ou du triple d'une dent, une molaire d'une dent d'Homo sapiens. Donc, on en a trouvé depuis 1 millier et 3 ou 4, je crois, mâchoires, demi-mâchoires. Mais on n'a rien de plus sur le Gigantopithèque que l'on attribue aujourd'hui comme étant un parent de l'orang-outan plutôt qu'un parent de l'homme. Parce que le Gigantopithèque avait une taille de 2,50 m à 3 mètres, estimé 300, 500 kilos, peut-être plus, puisqu'on n'a que les mâchoires et on n'a que les dents, donc on ne sait pas. Alors, on avait estimé à l'époque qu'il y avait 2 espèces, alors peut-être qu'aujourd'hui, en fait, ce sont des dents de mâle et de femelle, c'est possible, et qu'il ne s'agirait que d'une seule espèce qui aurait disparu. Les dates ne sont pas toujours fixées, il y a à peu près peut-être 100 000 ans, d'autres disent que c'est plus récent, enfin bon, c'est un peu flou la date de disparition du fameux Gigantopithèque. Gigantopithèque, c'est ça, géant, c'est ça la traduction. Bien, donc ça c'est pour moi le stade où j'en suis pour le moment. L'espoir est toujours de pouvoir faire un jour un film, de pouvoir un jour faire peut-être une rencontre et d'apporter des éléments beaucoup plus concrets et indiscutables. Et c'est bien sûr de trouver un cadavre, même en décomposition, ce qui va poser des problèmes, qu'il soit en décomposition ou pas. Imaginez comment transporter 300 kilos à 15 km quand vous êtes à 15 km de la première route. Par exemple, du premier chemin et à 15 km de votre véhicule. Et de plus, si c'est en décomposition, le véhicule, il sera plus pour à grand-chose après. Voilà. Il faut encore en plus avoir les outils pour ramener ce qu'on doit ramener et les sacs pour les mettre. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, parce que le docteur Kaufmann, qui a étudié le sujet de l'almastie de l'homme sauvage du Caucase, me disait, ah, tu dois récupérer les mains, les pieds et la tête. Oui, plus des poils. Oui, les poils, ça peut aller. Mais si on récupère des fluides, si on récupère la tête, les mains et les pieds, je veux bien ça mettre dans un sac à dos, mais après, j'en fais quoi? Je doute fort que je passerai les contrôles aériens pour revenir en Europe avec ça. Oui, ça va être un peu compliqué effectivement, ouais. Ce sera un peu compliqué. Alors, le confier effectivement à un musée, mais je dois quand même prendre des précautions tout à fait majeures en prélevant ce que je peux prélever en double ou en triple, Mmh. de telle manière d'avoir, en plus des photos, d'avoir avec moi quelque chose au cas où les échantillons disparaîtraient. C'est ça. Euh, voilà, parce qu'effectivement, il y aurait eu des cas où des échantillons ont disparu. D'une façon ou d'une autre, peut-être volontairement, peut-être involontairement. On a classé ça dans un tiroir. Oh, j'étudierai ça demain ou j'étudierai ça dans un Mmh. mois. Et puis après, on fait autre chose et les années passent et le truc est oublié. Ça arrive régulièrement dans les musées qu'on exhume, je vais dire, de tiroirs ou de réserves des éléments. Ah, c'était là, il y avait des années qu'on avait cela et on ne le savait pas. Et puis les techniques d'analyse changeant aussi, on exhume le truc, on fait de nouvelles techniques d'analyse, si possible d'ADN et tout le reste, puis on trouve des éléments, on avait estimé, on l'avait mal étiqueté, donc il avait disparu dans les réserves, et puis voilà. L'homme de Pékin, qui a été un des premiers Homo erectus découverts dans les années 30, eh bien, il a totalement disparu aujourd'hui. On ne sait pas où sont les restes.
On avait les restes, on avait le squelette, etc. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont disparu. On voulait les transférer aux États-Unis à ce moment-là, au moment du conflit, quand les Japonais sont arrivés en Chine. Ça a disparu. On ne sait pas où ils sont. D'accord. Et est-ce qu'on Voilà. peut imaginer que c'est par exemple un collectionneur privé qui a récupéré ça pour lui ou... Non, c'est rien. On sait quand ils OK. sont partis, on ne sait pas où ils sont passés. Ça fait 80 ans, plus de 80 ans qu'on ne sait pas où ils sont. Voilà. Et vous pensez peut-être qu'il y a une volonté de cacher, ça, l'existence du Bigfoot? Quel en serait déjà l'intérêt de le Alors, cacher, alors, il peut y avoir plusieurs intérêts. Selon John Bindernagel, qui est un autre scientifique qui a étudié le sujet toute sa vie, il est décédé il y a quelques années, il a écrit un bouquin tout à fait intéressant dont je possède un exemplaire. On le trouve sur Internet aujourd'hui, il est devenu un peu cher, mais moi j'en ai un exemplaire qu'on m'a offert d'ailleurs là-bas au Canada. Lui, il prétend que le problème n'est pas un problème de dissimulation, en premier lieu, est un problème de classification. Parce qu'au départ, comme c'est Burns, j'en ai parlé, hein, l'instituteur qui enseignait aux enfants de Chialis, a recueilli toutes des légendes, etc., dont il s'agit de légendes. OK. Donc, il s'agit de l'imaginaire. À côté de ça, on a eu des canulars. Donc, il s'agit de l'imaginaire plus de canulars. OK. La presse intervient là-dedans et demande à des scientifiques qui ne connaissent absolument pas le sujet. C'est pas parce que tu es zoologiste, c'est pas parce que tu es paléontologue ou anthropologue que tu connais nécessairement le sujet des Bigfoot. Eh bien, ils disent ah non, on ne les regarde pas parce que de toute façon c'est du canular que vous allez nous amener parce qu'on a déjà eu des canulars, des fausses empreintes, etc. Donc ça peut être que ça. Bien, ok. Et on retourne dans le circuit. C'est un canular, c'est de la légende, et on retourne dans le circuit. On ne veut même pas regarder les éléments, puisqu'on a déjà le préjugé que ce que je vais leur rapporter, enfin je ou d'autres vont leur rapporter, n'est que du canular de toute façon, puisqu'il y a eu des canulars. Et la boucle est bouclée. Ça, c'est une première explication que Bindernagel donne. Donc, à ce moment-là, il faut sortir de ce cercle vicieux quelque part. Quelques scientifiques s'y sont attachés, notamment aujourd'hui Jeff Meldrum de l'Université de l'Idaho. Le problème, c'est qu'il faut être très courageux parce qu'il y a ce préjugé qui reste même chez les collègues. Oh, ouais, Meldrum, le gars qui s'occupe de la légende du Bigfoot. Ah ouais, d'accord, on a compris quoi. Bon, voilà. Du coup, on Voilà. peut être pris pour un gogo et être discrédité par ses pairs, Et dans voilà, certains voilà. endroits. Donc il faut être très courageux comme Grover Krantz ou Meldrum. Et il y en a eu d'autres, hein, scientifiques qui se sont occupés, quelques-uns. Il faut être très courageux que pour s'attaquer à ce genre de sujet. Quand on a découvert l'homme de Néandertal en 1856, c'était tout sauf une nouvelle espèce. Et il ne faut pas aller si loin que l'homme de Néandertal. Tout ce qui a été, tout le dossier de l'homme de Flores en 2003 a été dans le même tonneau. Parmi certains scientifiques qui ont même essayé de nier la découverte, de cacher la découverte contre les découvreurs. Les découvreurs disaient non, on a affaire à une nouvelle espèce visiblement que l'on ne connaît pas avec des caractéristiques à la fois primitives comme l'homme de l'Australopithèque et d'autres plus évolués comme l'Homo erectus ou l'Homo sapiens. On a quelque chose que l'on ne peut pas classer dans l'arbre généalogique tel qu'il était connu. Mais est-ce que du coup, c'est pas problématique et justement parce que ça va remettre en question tout le narratif qui a été créé sur Oui, l'évolution oui, humaine et bien sûr. Alors, et remettre en plus la croyance, je vais dire, ou ce que l'on entend, Homo sapiens, donc nous sommes la seule espèce encore vivante sur cette planète. Oui, mais donc depuis 310, 315 000 ans que l'Homo sapiens, ça ce sont les dernières données qu'on a, existe sur la planète, il a toujours vécu avec différentes espèces autres. L'Homo erectus dans certains endroits, l'homme de Néandertal très certainement, ça on le sait, et maintenant l'homme de Denisova. Donc ils ont vécu, il y a eu plusieurs espèces qui ont vécu ensemble dans toute l'histoire de l'humanité, qu'elles soient Homo sapiens ou autres, Homo neanderthalensis ou dans toute l'histoire de l'humanité au sens large, il serait la seule encore sur cette planète. D'autant plus que si on parlait, et on va faire ça a été émis comme hypothèse que l'Almastie du Caucase, etc., donc toute cette région d'Asie, était un descendant de l'homme de Néandertal ou un homme de Néandertal. Ça, c'est ce que des savants soviétiques ont émis dans les années 50, dans les années 60, et je pense notamment au professeur Boris Porchniev. Mais oui, peut-être, peut-être pas, on n'en sait rien.
Mais l'homme de Néandertal, pour sa part, a disparu et ça, c'est un gros problème. On ne sait pas comment ni quand exactement. Alors, pourquoi ni comment ni quand? Là, ça se pose un problème et c'est sans doute valable pour d'autres espèces aussi. Mais nous, on passe vraiment de l'homme de Néandertal parce qu'on essaie de le considérer comme comme étant proche de nous dans ses productions industrielles et compagnie. Quand je dis industrielle, c'est l'industrie lithique, hein, on parle. Hein. On l'estime être proche de nous parce qu'il enterrait ses morts, etc. Alors là, on ne va pas revenir là-dessus. Est-ce qu'il était vraiment proche de nous ou pas vraiment proche de nous? Comment voyait-il le monde? On ne va pas entrer dans ce détail-là à ce moment-ci. Mais on s'est un peu focalisé sur l'homme de Néandertal, dont on ne sait pas la raison de sa disparition subite. Il y a, alors là, les gens ne sont pas tout à fait d'accord, entre 27 et 30 000 ans. Alors bien sûr, autour de cela, il y a plein d'hypothèses et on va rentrer là-dedans dans le sujet. Donc, oui, non. Alors, il y a autre problème aussi aux États-Unis, c'est l'entrée, effectivement, je ne sais pas si je l'ai abordé précédemment, l'entrée de primates supérieurs, c'est-à-dire ici de l'homme, sur le sol d'Amérique, et plus spécialement d'Amérique du Nord. Que là aussi, il y a une bataille à ce niveau-là. J'en ai parlé, est-ce que c'était il y a 14-15 000 ans? Non, probablement il y a 30 000 ans, peut-être même plus, c'est même contesté. Alors, on commence à essayer d'admettre que peut-être bien 25 000 ans, allez, bon, on va peut-être estimer cela, mais avec des pincettes et sur la pointe des pieds, certains commencent à vouloir l'estimer. D'autres disent non, il faut remonter beaucoup plus loin. Oui, mais là, non, là, ça commence à devenir problématique. Bon, ben voilà. Donc ça, déjà, il y a un problème sur l'arrivée de l'Homo sapiens en Amérique, sur la date de l'arrivée des premiers Homo sapiens, des ancêtres ou pas des ancêtres des Amérindiens, parce qu'il y a peut-être eu plusieurs invasions de gens qui ont de groupements d'Homo sapiens venant de Sibérie ou d'autres régions qui ont complètement disparu sans laisser de traces, et puis sont arrivés peut-être dans une autre vague que les ancêtres des Amérindiens aujourd'hui. C'est ce que certains estiment également. On va pas... Donc ça, c'est un autre problème. Troisième problème, c'est l'influence énorme des fondamentalistes religieux aux États-Unis, et notamment les évangélistes, qui veulent ramener tout à la création, donc les créationnistes évangélistes à la création du monde par Dieu il y a quelques milliers d'années, que tout le reste, on peut oublier. Quoi, hein. Tout ça, c'est les paléontologues, tout ce qu'ils racontent, les paléanthropologues, c'est des conneries, des bêtises. Dieu a créé le monde à tel moment avec Adam et Ève et compagnie. Quoi. Ça, on connaît l'histoire de la jeunesse. Donc, ils ont une grande force. Mais Eric, mais comment ces gens-là arrivent à réfuter les... On a quand même des preuves matérielles de l'existence des dinosaures, de ces choses-là. Donc comment eux, Oui. ils arrivent à contrer ça? On va pas entrer dans le système, mais il y a quelques bouquins là-dessus. Je n'ai pas creusé trop l'histoire, mais ils essaient de prouver que effectivement l'homme a vécu en même temps que les dinosaures et que ceci et que cela, qu'il n'y a pas eu de différence, que toutes les histoires de géologie, ça c'est pas vrai. Tout a été créé en même temps. Donc on a côtoyé les mammouths, ça on le sait, mais on a côtoyé aussi les brontosaures et tout ce que l'on veut. Et alors, ils essaient de ramener, d'amener plus ou moins des arguments, mais alors il y a, comment il s'appelle, Pic, qui a écrit un bouquin là-dessus, le français, Pascal Pic qui a écrit un bouquin là-dessus, il y en a eu d'autres pour défendre la théorie d'évolution. Alors oui, ils jouent aussi les évolutionnistes sur le terme de théorie. Disant, oui, mais l'évolution n'est qu'une théorie et il faut le mettre au même stade que le créationnisme qui est aussi une théorie, mais là on sait au moins que le créationnisme existe puisque la Bible le dit. C'est écrit. Mais du coup, Eric, vous savez, on a vu ces photos aux États-Unis où on voyait ces squelettes géants. Est-ce qu'on peut relier ça? Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Hein. Oui, alors il y a eu des histoires de squelettes géants qui étaient des canulars total. Ça, c'est tout à fait sûr. C'était des canulars qui sont peut-être pas récents. Il y a certains canulars qui sont quand même datés de quelques années. Il y aurait, oui, squelettes qui ne seraient pas des squelettes tellement gigantesques que cela, sur des terres que les Amérindiens considèrent comme sacrées, mais eux considèrent que tout squelette de type humain trouvé sur leur terre sacrée est sacré et qu'on ne peut pas y toucher.
Donc, il y a un combat un peu juridique ici. Je ne sais pas s'ils sont arrivés à un accord en disant, OK, on va les étudier, mais on vous les rend après pour les réenterrer avec vos cérémonies, etc. Là, je crois qu'il y a, pour le moment, je ne sais plus où ça en est, mais il y avait un flou où les Indiens avaient dit oui, mais voilà, il y a des conditions, etc. C'était pas évident. Et ça se retrouvait, ça remonte il y a déjà 15-20 ans. Hein. C'est pas récent cette histoire-là de squelettes découverts sur des terres sacrées amérindiennes. Donc, ils se retrouvaient devant des problèmes à la fois religieux, traditionnels et juridiques par rapport à Mm. cela. Voilà, ce qui empêchait les paléontologues, jusqu'à ce que ça soit résolu, d'étudier ces squelettes. Mais Eric, mais comment ça se fait que, par exemple, on n'a jamais retrouvé de fossiles, justement, de ces hominidés géants, de ces hommes Alors, géants? on trouve très peu de fossiles, quelle que soit l'espèce d'animal, hein, on trouve très peu de fossiles par rapport à la population qui existait à une époque donnée. Ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, ben, chaque jour, on trouve, je dis chaque jour pratiquement, Mm. si pas chaque semaine, on trouve de nouveaux fossiles, que ce soit en Chine, nouveaux fossiles de dinosaures, nouveaux fossiles d'oiseaux, etc., de poissons, tout le reste. Donc, on trouve chaque jour des fossiles qu'on n'avait pas avant. Donc, personne ne dit, ça c'est qu'un jour, on ne trouvera pas des fossiles de Bigfoot. Il faudra encore les chercher. Deuxièmement, c'est ce que j'ai dit, les forêts sont tellement vastes et deuxièmement tellement actives quelque part dans la décomposition des corps qu'il Mm. faut des conditions climatiques, des conditions géologiques pour que le fossile puisse se créer. Mm. Et il faut un laps de temps aussi. Bien. Et il faut aussi que quelqu'un le trouve. Alors, autre réponse, personne ne dit que certains fossiles de Bigfoot n'ont jamais été trouvés. D'autant plus que c'est un primate qui nous ressemble très fort. Trouver un squelette, je vais dire, d'enfant ou d'individu juvénile, on va estimer que c'est un squelette d'Homo sapiens si on ne va pas aller chercher beaucoup plus loin à ce Mm. niveau-là. Ça, c'est une possibilité. On retrouve des sépultures amérindiennes avec les problèmes juridiques dont je viens de parler, qui datent peut-être d'il y a un siècle, 2 siècles, 3 siècles, 5 siècles, peu importe. On retrouve cela avec des problèmes éventuellement que je viens dont je viens de parler. Bon, Mm. voilà, ça, ce sont des explications possibles qui expliquent qu'on en a peut-être, mais peut-être pas. Avec tout ce que j'ai dit précédemment, le Bigfoot n'existe pas, ce n'est qu'une production culturelle. Donc, si on trouve quelque chose, c'est de l'Homo sapiens, c'est pas du Bigfoot, c'est pas autre chose. Mm. Voilà. C'est quand même intriguant de ne pas avoir de ne pas avoir trouvé encore de spécimens vivants ou morts, parce qu'on est quand même sur une, je veux dire, sur une, actuellement une période où on a des drones, on a des caméras de chasse, on a quand même énormément de Alors, choses. oui, alors pour les caméras de chasse en question, ben, ce serait éventuellement, là j'ai peut-être une explication. Visiblement, elle serait évitée. Ce n'est peut-être pas dans tous les cas, mais elle serait évitée parce Mm. que simplement, c'est une explication que j'ai lue, on laisserait notre ADN dessus. Pas notre ADN, notre odeur dessus. L'odeur. Et que donc, elle serait repérée. N'oublions pas que ce sont comme tous les êtres sauvages, ils ont un odorat bien plus développé que nous. Oui, mais on arrive à Et avoir facile. nos ancêtres peut-être très certainement avaient un odorat, nos chasseurs-cueilleurs, hein, nos ancêtres Mm. avaient une ouïe, une fuie, un odorat bien supérieur à la nôtre. Donc là, voilà, donc ça c'est une explication qu'on a. Alors en ce qui concerne, qu'est-ce qu'on avait dit là pour les Mais il serait quand caméras? même, Oui, les drones, mais les drones, je sais le problème des drones, et peut-être certains collègues les utilisent, mais je trouve qu'actuellement les drones sont trop bruyants. Et puis de toute façon, le problème des drones, oui, j'avais entendu aussi, le drone prend en hauteur. Mhm. Quand on voit, je vais voir les cheveux de Damien, mais je ne vais pas voir qu'est-ce qu'il y a en dessous des cheveux de Damien. Voilà, en gros. Ensuite, il va pouvoir se déplacer à la surface des arbres et sans voir nécessairement ce qui se trouve en dessous. Et puis il y a des jeux d'ombre qui jouent aussi, qui pourraient tromper Mm. l'appareil. Et puis je dis, moi, entendre un drone, le bourdonnement d'un drone, moi je dégage, hein, surtout si je suis dans une zone où il y a des humains, quoi. Hein. Je connais pas ce bruit-là, je sais pas, il y a un danger, quoi, donc je Mm. dégage. Et puis on sait aussi que pour les caméras, ça on a déjà vu des ours qui avaient repéré effectivement la caméra piège auprès d'un arbre, ou le puma, ou le loup qui l'avait repéré, qui venait voir ce que c'était. Donc ils connaissent aussi leur environnement et toute chose qui n'est pas habituelle attire leur attention.
Oui, bien sûr. Même un animal normal qui, lui, ne pourra pas le détacher un sanglier, ne pourra pas détacher une caméra, un cerf non plus. Et il viendra voir, on a plusieurs, effectivement, on a déjà vu des films où on voyait le museau de l'animal sur la caméra, etc. Il venait explorer. Bon, quand on a affaire à un primate avec des mains, ça me dérange, j'arrache, ou ça me dérange, ou j'essaie de le contourner, parce que si je l'arrache, je sais que l'humain derrière a peut-être un mauvais fusil en main. Oui, mais donc ça veut dire quand même qu'on a affaire à un primate qui est doué d'une intelligence qui semble être même supérieure à celle des primates classiques, en fait. On est sur quelque chose. Est-ce que on Alors, n'est pas sur un espèce de chaînon? Est-ce que c'est pas un peu le chaînon manquant entre le primate et l'homme, là, Alors, le justement? terme de chaînon manquant est un petit peu. Alors, n'oublions pas une chose, nous sommes des primates. Mhm. Tous les êtres humains sont des primates, avec les grands singes et tous même pas que les grands singes. Quand je parle des grands singes, c'est gorilles, chimpanzés, bonobos, orang-outans, mais je parle aussi des autres singes, tels le babouin, cercopithèque et autres. Ce sont des primates aussi. Donc, on est tous parents quelque part dans l'évolution et on est classé parmi les primates. Donc, nous sommes des primates. Toutes les espèces humaines sont des primates, passées ou présentes sont des primates. Donc, effectivement, ils ont une intelligence qui sont pour moi bien au-delà de l'intelligence du chimpanzé ou du bonobo, qui ne sont pas stupides, hein, loin de là, et plus proche de notre intelligence, de notre perception, et je suis très prudent en disant ça, de leur environnement. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ils peuvent. Et ça, il ne faut pas être un primate pour le savoir. Certains animaux savent très bien éviter l'homme, savent très bien s'adapter aux conditions. On l'a vu chez le loup, capable de traverser des villes et des villages sans se Effectivement. faire repérer. Mais donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait, pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait en déduire finalement? Ça serait une sorte de branche en fait d'hommes préhistoriques qui auraient réussi à s'adapter, à Ben, vivre. oui, ce serait un hominidé comme nous, qui vivrait, il y en a d'autres visiblement dans le monde, qui vivraient en même temps que nous, parallèlement à nous, qui serait un peu un commensal de l'être humain, c'est-à-dire qu'il pourrait profiter de certaines choses que nous produisons. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on va retrouver donc ce phénomène d'hominidés partout dans le monde. On va, par exemple, Oui, les Amérindiens parlaient donc de cela en Amérique. oui, On va retrouver le Yéti donc en Asie. oui. Donc on sent qu'il y a quand même quelque part, même si c'est des entre guillemets des Et le légendes. yowie, et le yowie en Australie, Hmm. notamment, voilà, on trouvera des petites formes de primates nains, je vais dire ça comme ça au pygmée, dans l'île de la Sonde, en Indonésie, à Java, à Sumatra, donc à Bornéo, donc on en retrouvera à peu près partout. En Afrique, on en a aussi beaucoup des histoires du CIT, du Kakundakari, du Kikomba et d'autres termes selon les dialectes et selon les langues. Tout ça se retrouve partout. En Europe, ben, on a peut-être eu dans le temps. Si on prend en considération, et moi je suis très circonspect là-dessus, jusqu'à un certain point, des histoires aussi d'hominidés, le troll en Norvège. La vision du troll que nous avons date du 19e siècle parce que dans les sagas, les textes les plus anciens, les textes norvégiens, scandinaves les plus anciens, on a affaire à des géants de forêt, on a affaire à des créatures cannibales qui s'apprennent à l'être humain et puis ils vont se mythifier au cours des siècles avec des caractéristiques magiques qu'ils vont acquérir dans les contes et les légendes, on est bien d'accord. Il va y avoir des trolls avec plusieurs têtes, etc. Donc ça, c'est ce qui va venir plus tard. Donc il y aura une évolution de la figure du troll dans les légendes et dans les contes scandinaves au fil des siècles. Mais à l'origine, non, c'était des créatures qui vivaient en forêt ou dans la montagne, et certains ont supposé que c'était des reliques de l'homme de Néandertal qui se serait réfugié dans les monts là-bas et qu'ils auraient survécu là vers peut-être l'an 500, l'an 600, l'an 700 de notre ère, que les Vikings, que les premiers Vikings les auraient peut-être encore croisés, ou du moins les populations qui ont précédé directement les Vikings,
donc leurs ancêtres, et puis que c'est revenu dans les traditions vikings et scandinaves jusqu'au 19e siècle, où là, des dessinateurs les représentent comme des créatures de petite taille. Mais qui n'a rien à voir avec les légendes d'origine. Alors chez nous, on a des traditions de créatures vivant dans les forêts, dans les montagnes, que ce soit dans le Tyrol, il y a des traditions là-dessus, que ce soit dans les Alpes, en Belgique également, on retrouve des hommes de feuilles, donc feuilles, la forêt, dans le Doudou à Mons, qui est le combat du Lunson, qui est Saint-Georges contre le dragon, c'est chaque année. On a d'autres histoires en Flandre de traditions moins connues d'hommes de feuilles qui interviennent. Ou d'hommes sauvages. Voilà, donc ça existe dans nos traditions aussi, dans nos carnavals, dans nos folklores aussi, ça existe. Est-ce que ce sont dans l'iconographie, on voit des hommes sauvages également, qui remontent au XVIe siècle, au XVIIe siècle. On voit des dessins d'hommes sauvages qui ont souvent des visages très sapiens, très humains, mais qui sont velus, qui vivent près des cavernes, qu'on lit parfois, et peut-être dans la mythologie, qu'on lit au diable, souvent aussi. D'accord. Voilà. Image du diable que nous connaissons avec ses cornes, avec ses pieds de bouc, avec sa barbichette de bouc, etc., qui revient en fait, qui est une image un petit peu de l'image du satyre, du Pan, qui était un dieu de la forêt, un agricole protecteur des animaux, et que cette idée de Satan, Shaitan en perse et en arabe, avec des variantes, serait venue avec les croisés, cette image-là du Moyen-Orient avec les croisés. D'accord. Voilà. Il y a Marie-Jeanne Kaufmann, entre autres, a étudié le sujet, et effectivement, il y a des rapports, même dans la linguistique, il y a des rapports entre ces créatures et les hommes sauvages, et le diable, en quelque sorte, et l'homme sauvage. La figure du diable moderne, hein, celle avec le petit bouc, là, la vision du satyre, du Pan, du faune et compagnie, quoi. Hein. Il y a des rapports. Je parle de la figure iconographique du diable, la forme qu'on lui donne. Les formes anciennes ne lui donnent pas, chez nous, ne lui donnent pas cette allure d'homme-chèvre, en quelque sorte. Hein. Ça, c'est beaucoup plus tard qu'elle vient. Donc, il n'a pas de forme bien précise, le diable, avant. Voilà. Mais l'image de l'homme-chèvre, avec les pieds de bouc, avec la barbichette, la tête, c'est une image qui vient du faune, qui vient donc qui passe par le Moyen-Orient et qui revient chez nous probablement par les croisades. Croisades qui ont ramené beaucoup de choses d'Orient, que ce soit de la mode, que ce soit en musique. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'on retrouve donc cette créature partout autour du monde. Alors oui, on retrouve des mythes, on retrouve des légendes, on retrouve des témoignages de ces créatures, je les mets au pluriel à travers le monde. Alors, faire bien la part entre ce qui est le mythe dans une tradition et ce qui est des éléments concrets. Et je pense, par exemple, à une chose que tout le monde connaît, c'est le roman de renard. Alors, dans le roman de renard, il y a des caractéristiques très humaines dans les comportements de renard, du loup, etc. Notamment, il parle. Mais à côté de ça, on décrit le renard comme étant un animal quadrupède, qui est roux, qui vit dans une grotte, qui vit avec sa femelle et avec ses jeunes, ce qui est tout à fait vrai, et qui se nourrit de viande. Le loup, c'est pareil. Donc, c'est tout à fait vrai à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la réalité zoologique. Le renard existe et il est décrit dans le roman de renard exactement comme le renard zoologique est. Mais à côté de ça, il y a plein de trucs, de caractéristiques qui ne correspondent pas à l'éthologie du renard. Le renard ne parle pas, le renard ne s'adresse pas aux humains, ne s'adresse pas aux loups, ne s'adresse pas aux autres espèces. Le renard n'a pas des comportements qui se rapprochent des comportements humains. C'est comme dans les fables de La Fontaine, par exemple. Hein. Tous ces animaux ont une réalité zoologique, mais leurs comportements, en fait, sont des comportements humains. Ce sont des symbolisations de comportements humains, que ce soit la malhonnêteté, l'avarice, le mensonge, etc., l'infidélité, ou que sais-je, selon les fables et les légendes et les textes. Hein. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup Eric d'être venu discuter de ce sujet avec nous encore une fois. On se revoit très vite. Et on se revoit très vite. J'espère. On croise les doigts. Cross my fingers. I cross my fingers. À très bientôt. Merci beaucoup Eric. Allez Damien, ciao ciao.